Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la série Vivre au quotidien présenté par Parkinson Québec. Je me présente, je m'appelle Claudie Noël, je serai votre modératrice pour l'événement. Donc, je tiens à vous remercier d'être présent pour cette présentation. Donc, aujourd'hui, on va, dans le fond, parler un peu des nouveautés en recherche pour 2018. Je vais vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Madame Clotilde Grout. Madame Le Grout est gestionnaire de projet et coordonnatrice pour le réseau Parkinson Québec. Elle participe au développement des collaborations nationales et internationales du réseau Parkinson Québec. Elle permet également le maintien du développement des infrastructures du réseau, c'est-à-dire le registre des patients, les bases de données cliniques et épidémiologiques, la banque de matériel biologique et d'imagerie. Pardon. Elle coordonne également le développement du neuro, la partie Parkinson, une banque de le neuro-BIGR, excusez-moi, pas la partie Parkinson, donc une banque de matériel biologique et d'imagerie du Montréal Neurological Institute and Hospital. Donc, avant de lui céder la parole, juste des petites questions de théorie ici. Si vous avez des questions techniques, nous allons y répondre sur la plateforme directement. Si vous avez des questions par rapport au sujet, on va y répondre à la fin de la présentation. Donc, sur ça, je vais céder la parole à Madame De Grout. Oui. Voilà. Ok, on va y arriver. Bonjour à tous. Donc, merci Claudie pour la présentation. Et effectivement, donc, je suis Clotilde Grout. Je suis très contente de vous parler de la recherche en Parkinson aujourd'hui, puis surtout des avancées. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà avaient déjà entendu, pardon, Donc, juste pour favoriser, on va y aller sans la caméra. On va réessayer un petit peu plus tard s'il n'y a pas de souci. Ok, donc juste m'indiquer si maintenant c'est correct, vous m'entendez? Avant que je continue. Oui, ok, super. Donc on y va. Donc je vais vous faire un rappel. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. En tout cas, je vais essayer d'aller assez vite là-dessus, mais je pense que c'est important. Puis on peut être assez fiers au Québec. Il existe effectivement, on l'a mentionné, c'est le réseau Parkinson Québec qui permet aux gens qui ont la maladie de Parkinson ou même aux aidants de s'inscrire à ce réseau, à ce registre de participants et de pouvoir participer à des projets de recherche. On dirait vous avez toujours pu participer, ceux qui le veulent, à des projets de recherche. Mais là, l'intérêt, il est que les gens, je vais cliquer, je vais essayer d'avancer. Là, l'intérêt, il est que quand on participe à des projets de recherche via ce réseau, mais ça permet en fait que toutes les données qui sont collectées, elles soient centralisées et surtout partagées pour de multiples projets de recherche et avec divers chercheurs. Ça reste pas juste la propriété du chercheur qui va faire son projet de recherche, mais qui va pas partager finalement ces informations-là. Donc très rapidement, concrètement, comment ça se passe? Mais les gens, c'est ça, s'inscrivent au registre. Ils sont sélectionnés, ils répondent à un questionnaire, donc ça nous permet, nous, de pouvoir savoir à quel projet de recherche ils peuvent participer. Ils y participent, s'ils le veulent ou pas. Après, évidemment, on est en recherche, donc c'est complètement libre. Et comme je vous le disais, ces données, elles sont centralisées. Donc, on a des projets de recherche qui sont externes au réseau Parkinson Québec, c'est-à-dire qu'ils viennent nous voir, qui disent, ben voilà, moi j'ai ce projet, j'ai ces critères-là. Puis, voilà, je cherche à recruter. Puis nous, on va fournir les informations sur les gens qui pourraient y participer. Ça, c'est la première question. Ok. Ah non, pardon. Donc c'est ça l'idée. Puis on a aussi nous un projet de recherche. On a un programme de recherche qui est intrinsèquement relié au réseau Parkinson Québec. On en a parlé. Claudie l'a mentionné, c'est le NeuroCBigger, dont je vais vous parler aussi. Puis je vais vous parler de tout ça, mais ça c'est la recherche au Québec. Je vais vous parler aussi de en quoi c'est en lien avec la recherche au Canada, puis ce qui se passe aussi à l'international, parce que tout ça c'est relié. Donc, si je continue, oui, alors ça c'est juste un petit détail, c'est que quand on a, donc je vous ai expliqué, les gens qui s'inscrivent pour participer au réseau, ils peuvent soit effectivement
directement participer à des projets de recherche, puis ça c'est génial, mais ils peuvent aussi, pour ceux qui peuvent pas, qui veulent pas, qui voilà, simplement être membres du réseau et puis répondre à notre questionnaire qu'on met à jour tous les 18 mois, parce que ça nous permet aussi de dresser un profil de la maladie, puis surtout de l'évolution chez les gens. Très rapidement, juste pour vous faire un petit panel, donc le réseau aujourd'hui, on est fiers parce ça compte plus de 1250 patients qui sont déjà membres. On soutient toujours, en tout, il y a 60 projets de recherche qui sont passés, qui ont été soutenus par le réseau Parkinson Québec. On démarre les publications, ça va vous, voilà, mais il y a déjà, on est en train de démarrer, il y a des publications qui sortent, ça veut dire qu'il commence à y avoir les premiers résultats de ces participations qui sortent. Je vous en ai parlé, effectivement, je vous en parlerai plus de ce projet. Mais ce qui est important, puis là, c'est annonce un petit peu, ça vient d'arriver, c'est qu'on peut être fier au Québec, puisque le réseau, ce qui a été monté au Québec, ça a tellement bien fonctionné que on a eu la chance de pouvoir le monter à l'échelle nationale. Donc, il y a un réseau national qui s'appelle le Canadian Open Parkinson Network qui a été créé et qui est monté sur le même modèle que le RPQ. Le RPQ, évidemment, est intégré dans ce réseau national. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça va permettre d'avoir encore plus de participants, donc encore plus de données en termes de volume, mais aussi, et c'est ça qui est important, encore plus de données en termes de variété de données. Pourquoi je vous parle de variété de données? Parce que, vous le savez, vous le savez tous, c'est sûr, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est extrêmement complexe. On a même des fois tendance à dire qu'il y a plusieurs maladies de Parkinson, parce que les causes peuvent être différentes en fonction des maladies. Les causes sont multiples, peuvent être diverses, et les évolutions, les manifestations, même les manifestations sont diverses, et les évolutions sont diverses. Donc c'est vraiment une maladie qui nécessite d'être prise un petit peu, il y a de nombreux aspects. Et en l'occurrence, ce qu'on fait aujourd'hui de plus en plus, on le fait au réseau Parkinson Québec, mais c'est fait à travers le monde entier, il y a des réseaux similaires qui existent en France, qui sont en train d'être montés en Chine, c'est qu'on essaye d'avoir une information exhaustive et complète sur les patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir effectivement des données cliniques sur le diagnostic, évolution de la maladie, des données neuropsychologiques, parce qu'on sait qu'il y a tout un panel de symptômes non moteurs. Vous en avez évidemment entendu parler. Des données de neuroimagerie, informations génétiques et des informations épidémiologiques. Pourquoi c'est important? Puis là, je vais faire ma petite parenthèse que je répète toujours, en tout cas très souvent aux patients quand je les vois, quand ils viennent participer à nos projets de recherche. C'est que la maladie de Parkinson, comme 99% des maladies neurodégénératives, enfin 95% des maladies neurodégénératives, elle est le résultat d'une interaction gène-environnement. C'est-à-dire, il y a des patients qui posent la question, qui disent, mais est-ce qu'il y a des gènes et voilà. Les formes vraiment purement héréditaires, familiales de Parkinson, c'est entre 5 et 10% des cas. Tout le reste, c'est une interaction. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez un patrimoine génétique, ce qu'on appelle des gènes de susceptibilité, des variations génétiques qui font que vous avez un risque plus grand de développer la maladie de Parkinson. Ça ne veut pas dire que vous allez la développer, mais ça veut dire que parce que vous avez ça, quand vous êtes dans un environnement spécifique, vous avez un environnement, je parle environnement social, environnement physique, etc. Vous allez avoir un risque, vous allez développer la maladie ou pas suivant votre patrimoine génétique. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir toutes ces informations-là, parce que ce sont toutes ces informations-là qui vont nous permettre aussi de jouer sur les différents tableaux, c'est-à-dire sur le tableau du patrimoine génétique, avec toutes les données de matériel biologique, mais aussi sur le tableau environnemental, parce que c'est toutes ces composantes-là qui constituent la maladie. On ne peut pas jouer sur un seul aspect, parce que si on ne peut pas faire que du génétique, parce qu'on le sait que la maladie, elle n'est pas liée qu'à des facteurs génétiques. Donc c'est pour ça qu'il faut aller à tous ces niveaux-là. Donc, simplement pour continuer, puis là on va rentrer un petit peu plus dans le cœur de ce dont je voulais vous parler. Je vous ai dit, il y a 60 projets. Moi, j'ai retenu 4 exemples majeurs, on va dire, 4 choses majeures, puis il y a des résonances de toute façon au niveau national et au niveau international. Donc, je vais vous parler effectivement de ce qui peut se faire au niveau plus biologique, génétique, ce qui se développe au niveau de l'imagerie, l'utilisation des technologies aussi, évidemment. Et puis pour terminer, on reviendra, parce que c'est important, puis je pense qu'aujourd'hui, le message il est clairement passé, mais bon, je vais
encore un petit peu le marteler, c'est vraiment important. L'exercice physique, c'est aussi important que les traitements médicamenteux, clairement. Donc on va revenir là-dessus. Je vais démarrer effectivement avec le gros mot là, le NeuroCBR, c'est Clinical Biological Imaging Genetic Repository. Donc voilà, donc il y a de la biologie, il y a de l'imagerie, il y a de la clinique, et tout ça c'est stocké. C'est stocké parce que c'est ça le principe, c'est que le NeuroCBR c'est pas un projet en tant que tel. Ce qu'il fait, c'est on collecte tas d'informations sur les patients, comme je vous l'ai dit, clinique, génétique, imagerie, neuropsy. Et ces données-là, elles sont stockées dans des banques. Et les patients vont pouvoir avoir, les chercheurs vont avoir accès à ces données-là. Finalement, c'est comme notre registre de participants. Notre registre de participants, les chercheurs ont accès aux participants, parce qu'on ne peut pas faire de recherche s'il n'y a pas des gens pour participer à la recherche. Et puis, toutes et puis, de la même façon, ils ont accès aux données de recherche. Donc, en plus, ça évite de trop solliciter les patients et ça permet, une fois encore, d'avoir un volume beaucoup plus important et d'avoir beaucoup plus de matériel. Juste, bon, ça, c'est des chiffres, mais ça vous donne une idée. On a quand même commencé, ça a commencé en janvier, en juillet 2016, donc il y a un petit peu plus de 2 ans. Puis, on est déjà à plus de 900 échantillons d'ADN qu'on a collecté. Ça vous parle peut-être pas, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Puis, vous voyez, c'est écrit en anglais, mais juste la partie DNA plus PBMC. DNA, donc ADN, et les PBMC. Les PBMC, on va en reparler parce que c'est ce qui permet de faire des cellules souches. Et puis ça, on le collecte. Mais je vais y revenir. Donc, comme je vous l'ai dit, la biobanque en tant que telle, le CBR, je l'appelle biobanque, c'est plus facile, c'est pas un projet de recherche en soi. Par contre, ça permet de faire des projets de recherche. Et il y a 2 projets dont je voulais vous parler. C'est les 2 premiers, mais il y en a beaucoup qui arrivent. La première, et puis enfin, ces 2 projets-là, principalement pour l'aspect génétique, ils ont été étudiés, mais on a fait donc des prélèvements sanguins, on a extrait l'ADN, puis on est allé voir s'il y avait des gens qui avaient une mutation d'un gène qu'on appelle le gène GBA. Vous en avez peut-être entendu parler. Je dis gène du gaucher, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est le nom du chercheur qui l'a mis en évidence. Ce gène-là, c'est un gène qui est impliqué dans la maladie de Parkinson. Donc, quand on a des mutations au niveau de ce gène-là, certaines mutations spécifiques, on a un risque plus grand de développer la maladie de Parkinson. Une fois encore, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a une mutation au niveau de ce gène-là que forcément on va développer la maladie de Parkinson. Par contre, c'est un facteur de prédisposition, et si on se retrouve dans un environnement à risque, je prends l'inhalation de pesticides ou autre chose, alors là, oui, ça va accroître, si vous voulez, le risque de développer la maladie de Parkinson, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, le fait est qu'un des premiers projets qui est en train d'être fait, c'est, pour faire simple, c'est d'appliquer une technique vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle CRISPR-Cas9, c'est encore des gros mots, mais en gros, ce sont des ciseaux moléculaires qui permettent de découper l'ADN, puis d'aller réparer les mutations génétiques. Puis là, ils sont en train de le tester. On est en train de le tester justement avec cette mutation GBA. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, bon, c'est pas quelque chose qui va permettre de guérir forcément la maladie. Par contre, ça deviendrait un facteur de prévention énorme. Je m'explique. Si on voit qu'on est capable effectivement de réparer ces mutations génétiques-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a parce que vous le savez, les symptômes de la maladie de Parkinson, ils apparaissent quand on a perdu ces 70 à 80% des cellules dopaminergiques. Mais là, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que, ah ben tiens, on sait qu'il y a une mutation du gène, ok? On n'est pas sûr que la personne va développer la maladie, mais il y a un risque qui est fort. À ce moment-là, eh ben, on pourrait, je parle dans le futur, on est très très loin, mais n'empêche que c'est le démarrage de ça, on pourrait aller réparer la mutation génétique. Ça ne veut pas dire que la personne ne développera pas le Parkinson, parce qu'elle peut être dans un environnement qui est tel, ou avoir d'autres facteurs de risque qui font que la maladie va être développée. Mais on vient de réduire le risque de, je ne peux pas vous dire combien de pourcents, c'est pas encore quantifié, mais en tout cas, on vient de clairement baisser énormément le risque de développer la maladie de Parkinson, parce qu'on a joué sur un des facteurs qui est justement l'aspect génétique, toujours l'aspect environnemental, mais on vient de diminuer le risque génétique.
Donc, il est là l'intérêt, puis ça travaille très très fort là-dessus, et donc, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, je pense que c'est vraiment c'est exceptionnel. Ça se fait ici, ça se fait à l'échelle du Canada, et puis il y a d'autres équipes qui travaillent aussi là-dessus à l'échelle internationale. Donc c'est pour ça que je vous disais, je vous en parle parce qu'on est au Québec, je vous en parle dans le contexte du Québec, de nous, ce qui se passe, on est dans là, puis ça marche bien. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui se développent complètement à l'international. Et puis l'autre chose, c'est aussi, alors là, c'est aussi l'intérêt pour les patients, puis comment le fait justement d'avoir les patients dans la banque, d'avoir cette information génétique, ça permet quoi? Ben, ça permet qu'en ce moment, il y a un produit qui est testé par un traitement qui est testé par une compagnie, et eux cherchent justement des gens qui ont ces mutations. C'est plus facile d'avoir un grand nombre de patients avec des mutations quand il existe ce type de banque. Puis ouais, on peut aller voir, en tout cas, il y a une possibilité d'avoir accès à ces gens-là, puis de leur proposer le traitement, en tout cas l'essai, de faire le traitement. C'est un traitement qui est à l'essai, attention, c'est pas un traitement qui, voilà, mais qui est à l'essai et spécifiquement chez les gens qui ont cette mutation GBA, donc pour voir si on pourrait justement diminuer un petit peu, enfin, en tout cas améliorer les symptômes. Donc voilà, c'est un peu ces deux premières choses-là, mais il y a pas que ça. Enfin ça démarre, mais je suis contente. Je pense que c'est deux beaux exemples. Et puis bon, je vous ai parlé effectivement, je vous ai dit, on fait des PBMC, ce qu'on appelle en anglais c'est iPS cells, c'est Induced Pluripotent Stem Cells, donc c'est-à-dire nos cellules souches pluripotentes. Et évidemment, j'imagine que vous n'avez pas dû passer à côté de cette première de cette recherche qui a eu, en tout cas qui a eu lieu à l'université de Kyoto au mois de, je pense que c'était au mois de novembre, en tout cas en toute fin d'année. Donc pour la première fois, il a été greffé des cellules souches chez un patient, donc dans la partie gauche du cerveau, si je dis pas de bêtises, et pour voir si effectivement ces neurones pouvaient se différencier en neurones dopaminergiques. Cet essai, il avait déjà été fait, évidemment, il y a des phases dans les essais. Je pense que c'était il y a 2 ans, ça avait été fait, non, il y a 4 ans, ça avait été fait chez les singes, et on s'était rendu compte effectivement qu'au bout de 2 ans, les cellules tenaient, c'est-à-dire qu'elles étaient, il y avait suffisamment de cellules, donc une amélioration des symptômes, puis surtout, il n'y avait pas de développement de tumeurs ou de développement non précis de cellules. Donc, c'est pour la première fois, ça a été fait chez l'homme. Pour vous donner, pour l'instant, voilà, ils ont réussi. La greffe a été faite. Ils se donnent 6 mois pour voir qu'il n'y ait pas justement de développement de tumeurs, de choses comme ça, pour injecter un autre 2,4 millions du côté droit, pour en avoir, voilà. Et ensuite, les personnes sont suivies. Il y a un suivi qui se fait sur au moins 2 ans. L'objectif, c'est d'avoir au moins 7 patients qui vont être impliqués dans cet essai. C'est important de le mentionner parce que c'est quand même c'est le futur. On espère évidemment qu'il y aura des résultats probants. Pour l'instant, c'est en phase de suivi. On attend, évidemment, toute la communauté scientifique attend d'avoir un petit peu la suite pour ça. C'est ce type d'étude est très prometteur. Donc je voulais vous en parler. C'est quelque chose qui est important. Vous pourrez me poser des questions un petit peu plus détaillées là-dessus. Mais voilà, on en est là. On est quand même dans la recherche. On est rendu à ce niveau-là. C'est plus de la science-fiction entre guillemets. Mais il faut rester prudent. C'est un démarrage. On n'est même pas à 6 mois, donc il faut rester très 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 prudent. Et puis après, ce sera de voir à qui pourrait, si jamais ça fonctionnait, à qui ça pourrait s'adresser, etc. Mais il y a de l'espoir. Il y a des bonnes choses. Et l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est par rapport au diagnostic de Parkinson. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits aussi, enfin qui sont en train d'être faits là-dessus. Je pense que vous savez pour beaucoup que le diagnostic de maladie de Parkinson, en général, il se fait pas. La maladie de Parkinson, elle se voit pas. Je m'explique. Elle se voit pas en imagerie, elle se voit pas. On fait pas une prise de sang puis on sait. Non. Le diagnostic de Parkinson, il y a des symptômes. Il y a un examen clinique, et puis en fonction de ces symptômes, de l'examen clinique et de la réponse à la médication, ça va orienter vers un diagnostic de Parkinson. Malheureusement,
ça oriente, mais étant donné que effectivement les symptômes de la maladie sont assez similaires à d'autres troubles neurologiques, bah, effectivement on se retrouve avec, on peut aller jusqu'à 25% de mauvais diagnostics. Donc il y a une errance diagnostique qui est quand même assez longue, assez importante, et qui retarde aussi les prises en charge. Depuis 2015, on a établi des nouveaux critères de diagnostic pour justement améliorer ce diagnostic. On inclut notamment les symptômes non moteurs qui sont très très importants. Mais bon, ça suffit pas. Vous allez me dire, il y en a certains qui doivent peut-être être en train de penser, de se dire, ouais mais moi, quand on s'est demandé si j'avais pas le Parkinson, on m'a fait passer une IRM. Et puis, suite à l'IRM, on m'a confirmé, ou en tout cas, ça a permis de confirmer le diagnostic. En fait, ce qui se passe quand on fait passer une IRM, c'est pas qu'on voit pas la maladie de Parkinson. Ce qui se passe, c'est qu'on élimine d'autres causes, parce que vous avez des symptômes, tremblements, machin, qui pourraient être liés à autre chose. Ça pourrait être lié à des micro-accidents vasculaires cérébraux, à des ischémies temporaires, à des tas de choses. Et donc, c'est pour vérifier, pour éliminer finalement, si on voit rien, si l'IRM est normale, entre guillemets, on va se dire, bon, il n'y a rien, donc on a éliminé les autres causes, donc ça va en faveur d'un diagnostic de Parkinson, mais on ne le voit pas. Et aujourd'hui, ce qui est en train d'être testé, puis une fois encore, c'est testé au Québec, c'est testé au Canada et c'est testé aussi en Europe, c'est une même séquence, on l'appelle la séquence de la neuromélanine. En l'occurrence, c'est une séquence qui permet justement de quantifier les niveaux de neuromélanine dans le cerveau avec une IRM. Donc c'est quand même en termes de facilité, de rapidité, du coup c'est génial. Et donc qui permettrait d'accroître énormément la précision de diagnostic et la rapidité de diagnostic. Et ça, c'est en train d'être fait. Pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est important de savoir le plus vite possible, le plus précisément possible d'avoir le diagnostic de Parkinson ou pas, pour pouvoir mettre en place justement toutes les thérapies qui sont adaptées, qu'elles soient médicamenteuses et autres. Donc ça c'est encore une autre chose qui est faite, comme je vous dis, un petit peu partout. Donc je pense que c'est important de vous le mentionner. J'imagine que d'ici un an, on va avoir, parce que là la séquence est en train d'être testée pour sa fiabilité, après il y a des aspects techniques sur les différents types de machines, etc. Mais le but, c'est vraiment de développer à l'échelle internationale un outil de diagnostic fiable et accessible. Donc ça c'est pas mal pour l'imagerie. Maintenant, on va passer à, on est en 2019, donc évidemment, il y a énormément des outils technologiques se sont énormément développés pour le suivi, le contrôle des patients. Parce que, et puis on a énormément d'études qui se multiplient par rapport à ça, parce que ça permettrait effectivement l'utilisation des diverses applications mobiles, outils technologiques, permettrait d'avoir un suivi finalement des patients qui ne soit plus uniquement quand le patient vient dans les cliniques ou rapporte au neurologue mais n'est pas trop sûr, etc. Puis, vous savez, toujours pareil, vous venez vous voyez une fois votre neurologue aux 6 mois ou 1 an, c'est pas suffisant même pour le neurologue pour avoir une vision suffisamment précise. Et ça, c'est ce type d'utilisation, ça permet effectivement d'avoir de monitorer finalement sur de manière longitudinale, sur le long terme, ce qui se passe, et ça donne aussi accès à un meilleur suivi à des gens qui ne peuvent pas forcément consulter non plus des neurologues spécialisés tout le temps. Donc il y a 2 études dont que je vous mentionne rapidement, parce que ce sont des études qui se passent au Québec. Donc peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler de l'étude de Christian Duval, qui est, en fait, ils ont validé l'utilisation d'une application mobile, donc justement avec des mouvements à faire avec le téléphone. En gros, vous avez le téléphone puis vous avez des mouvements à faire régulièrement, et ça c'est pour pouvoir détecter justement des tremblements et de la bradykinésie, ce qui donne de l'information une fois encore aux neurologues. De la même manière, il y a aussi une plateforme de surveillance de la maladie de Parkinson, comme ce que je vous ai expliqué précédemment, qui est en train de se mettre en place à l'Institut neurologique de Montréal, en collaboration avec une compagnie indienne qui s'appelle Tata Company. Donc si vous voulez, c'est intéressant parce que on va de l'avant là-dessus, et le but c'est d'avoir justement un monitorage qui soit fiable des symptômes de la maladie. Et
on ne pouvait pas passer à côté parce que vous en avez entendu parler. Donc là, on est vraiment un petit peu plus large, mais c'est tout ce qui va être les montres connectées. Alors, il y a une montre connectée, on en a parlé il y a, je pense que c'était en 2016, qui est une montre, il y a eu, peut-être que vous avez vu ça dans la presse, la jeune fille, je pense, s'appelle Emma, c'est une personne qui a une... Emma Watch. Emma Watch, voilà, c'est ça. Donc, qui a cette montre qui lui permet effectivement, parce qu'elle est, donc si je dis pas de bêtises, je suis passée assez vite là-dessus, mais puis Claudie pourrait presque me corriger si je dis une erreur, mais effectivement cette montre, elle est connectée à une tablette qui enregistre les tremblements, c'est ça, les troubles moteurs qu'elle a, et ça renvoie finalement un signal à la montre. Voilà, ce qui lui permet de contrôler, enfin de pallier au tremblement. Et ça lui a permis, par exemple, quand elle a cette montre-là, elle est capable d'écrire à la main, chose qu'elle était plus capable de faire. Donc on a ce genre de choses qui existent. On a aussi les montres, les autres montres connectées. Donc on a Google qui a mis en place, en fait, c'est en 2017. C'est une StudyWatch parce que c'est une montre qui est utilisée uniquement dans le cadre de la recherche. Et le but, ça s'adresse pour le Parkinson, mais pas seulement, aussi pour les gens qui ont des troubles cardiovasculaires, mais ça permet effectivement, pareil, de pouvoir étudier plus précisément, plus finement les troubles des mouvements. Et puis par contre, vous en avez entendu parler évidemment, c'est la Apple Watch qui est sortie en 2018, où là on a un suivi vraiment qui s'adresse, que vous pouvez acheter, il y a une application spécifique, et là vous avez un suivi continu des tremblements et des dyskinésies. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ces informations-là, après, elles sont stockées dans ce qu'on appelle le cloud, et elles sont accessibles, et ça permet aux neurologues, aux médecins d'avoir vraiment ce suivi de, ok, qu'est-ce qui se passe finalement à l'extérieur de la clinique. Quand la personne, 99% de son temps, elle n'est pas en clinique, qu'est-ce qui se passe? Et d'avoir vraiment cette meilleure visibilité, cette meilleure vue. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre d'adapter les traitements aussi. Parce que si on voit quelque chose à un temps T, mais c'est pas forcément toujours représentatif de la réalité, et on peut se retrouver avec des traitements qui soient pas forcément parfaitement adaptés. Et ça permet d'adapter beaucoup mieux les traitements. Donc, une fois encore, c'est une optimisation de la prise en charge des patients. Je parle un peu vite, mais on arrive à un des derniers points que je voulais aborder. C'est, j'en avais déjà parlé l'année dernière, pour s'il y en a qui avaient déjà écouté, c'est le registre de patients maintenant c'est la Parkinson Foundation, mais qui est aux États-Unis, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ce registre, il est important parce que je vous montre ça. Il a été mis en place donc dans 4 pays. C'est un suivi longitudinal des patients, pas seulement sur les symptômes moteurs, mais aussi sur tous les symptômes non moteurs, sur toutes les thérapies, qu'elles soient médicamenteuses, non médicamenteuses, et sur aussi l'impact de la maladie chez les aidants. C'est important parce que le but, c'est un petit peu d'aller voir qu'est-ce qui est validé, qu'est-ce qui ne l'est pas, par rapport à ce que pouvaient voir les neurologues de manière sporadique dans leur clinique. Ils voyaient des choses, ils rapportaient certaines choses, mais il n'y avait jamais eu d'études à grande échelle pour voir justement l'impact un petit peu de tous ces différents aspects sur la gestion de la maladie de Parkinson, l'évolution. Et là, pour la première fois, c'est fait à grande échelle. Le Québec, une fois encore, via le réseau Parkinson Québec, on est fiers d'y participer. C'est une très grande étude. Et il y a beaucoup de résultats, beaucoup de choses, on pourrait en parler longtemps. Mais le résultat peut-être principal, j'avais déjà montré, on n'a pas les données actuelles, mais ça reste que, clairement, la pratique d'une activité physique avec les traitements médicamenteux, c'est la meilleure thérapie pour une meilleure évolution de la maladie. Ça veut dire, si vous voulez, les neurologues se rendaient compte dans leur clinique que, ceux qui sont actifs, qui ont l'activité, en général, l'évolution de la maladie, ça progresse moins vite, ils restent actifs plus longtemps, enfin, ils sont mieux. Alors, on peut se poser la question, on peut se dire, oui, mais c'est parce qu'ils sont mieux qu'ils sont capables de faire de l'activité. Toujours pareil, on peut se dire, c'est dans l'autre sens. C'est
pour ça que cette étude est intéressante. Et cette étude, elle est intéressante parce qu'elle nous dit non, on a des gens qui peuvent être, parce qu'on pose des questions sur le stade de la maladie, sur ce qui est fait, etc. Et quand on prend tout, c'est-à-dire qu'on essaye un petit peu d'éliminer d'autres raisons qui pourraient expliquer, et comprendre, donc finalement on essaye de prendre des gens similaires, on se rend compte que ceux qui ont une activité physique versus ceux qui n'en ont pas vont avoir une bien meilleure évolution. C'est-à-dire la maladie va se développer beaucoup moins vite, les symptômes vont être beaucoup moins handicapants. Alors, quand on parle d'activité, alors là, activité physique, ils disent c'est à peu près 2h30 par semaine. C'est considéré ce qu'ils appellent régulier. Donc 2h30 par semaine, et ça pourrait permettre effectivement de freiner l'évolution de la maladie. Quand on parle d'exercice, il y a plein de... Je m'excuse, la boxe, c'est pas la boxe là, mais il y a plein d'exercices différents qu'on peut faire. Effectivement, je vous ai mis en exemple, il y a la boxe. Il y a beaucoup de gens qui font de la boxe. Puis ils ont un bon effet, ils sont contents. Ça marche bien pour l'équilibre, pour la mobilité. Il y a certains types de danse-thérapie, notamment il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le tango, qui fonctionnerait très bien. Le fait de faire du vélo, qui, pour ceux qui peuvent encore le faire, en tout cas en extérieur, sinon il y a des choses qui se font à l'intérieur. Tout ça, puis vous avez des exemples un petit peu de ce sur quoi ça agit. Mais la vérité, puis ça, pareil, je le dis toujours aux patients quand je les vois, parce que je ne suis pas clinicienne, mais les cliniciens le disent, donc je me permets de le répéter toujours derrière, et parce que c'est vrai. Oui, il y a des types d'exercices qui sont mieux, qui sont élaborés, qui vont, voilà, et c'est très bien. Et si vous avez la possibilité de le faire, si vous avez l'envie de le faire, il faut le faire. Mais en vérité, n'importe quoi. À partir du moment où vous bougez, juste d'être actif, de faire ce que vous voulez, ça va avoir un impact sur le contrôle de l'évolution de la maladie. Donc simplement de faire ce qu'on aime, et c'est même pas des grands exercices, ça peut être juste de dire, bah tiens, j'ai l'habitude de prendre ma voiture pour ça, non, là je vais le faire à pied. De marcher, voilà, d'être actif, le fait d'être actif, le fait d'utiliser finalement votre système moteur, le fait de l'utiliser le plus possible, bah ça va permettre effectivement d'avoir de l'entretenir finalement. C'est par l'utilisation qu'il s'entretient. Et à l'inverse, moins vous l'utilisez, moins il va s'entretenir. Donc ça, c'était ma parenthèse, mais vous l'entendez partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de recherche, on en est toujours là, c'est-à-dire que c'est complètement validé par la recherche, c'est validé, voilà, on le sait, c'est pas juste des observations. Puis on le sait, c'est l'exercice qui fait que ça va mieux. C'est pas parce que les gens vont mieux qu'ils font plus d'exercice. Puis c'est vraiment important le sens de la relation de ça. C'est pas de se dire ah bah tiens parce qu'il est mieux et voilà. Non, c'est parce que vous le faites que vous allez être mieux. Donc ça c'est un des apports de la recherche aussi, c'est de valider certaines choses qu'on voit, puis bah, de mettre fin à des fois des fausses croyances. Et je voulais, ça c'est en plus, puis ça va être à suivre. Ça va être à suivre. Je sais qu'il y en a, je me permets d'en parler. Parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question, notamment depuis qu'il y a eu la légalisation du cannabis au Québec. Quel est l'impact? Quel est l'effet du cannabis? Est-ce qu'il y a un effet? Est-ce que, très clairement, j'ai regardé, je ne suis pas spécialiste sur cette littérature-là, mais j'ai été regarder. Il n'y a pas non plus énormément d'études pour l'instant qui ont été faites là-dessus. C'est peut-être une erreur, parce que je pense que les chercheurs devraient peut-être s'y intéresser davantage. Le fait est que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Il n'y a pas eu beaucoup de choses, puis il n'y a pas eu non plus des résultats très très clairs. La seule chose qu'on peut voir quand il y a eu quelques révisions de toutes les études qui ont été faites là-dessus, c'est que oui, il pourrait y avoir effectivement un intérêt thérapeutique pour tout ce qui va être les dyskinésies. Vous le savez, là, c'est des mouvements involontaires qui sont liés au traitement finalement par la lévodopa. Mais pour ce qui est de la maladie de Parkinson, après, c'est très, très... pour l'instant, quand on dit on a des résultats contradictoires, c'est ça. C'est qu'on a des études qui disent qu'il y a un effet, il y en a d'autres qui disent non. Donc, on peut pas se prononcer. Puis, pour l'instant, en recherche, il n'y a pas suffisamment de données pour se prononcer là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Ça veut juste dire que pour l'instant, on n'est pas en mesure de dire oui ou non. Donc, l'attitude, c'est pour l'instant de dire on n'a pas assez d'informations. Maintenant, cette utilisation, elle revient, c'est toujours la même chose. Il y a des patients qui, en accord avec leur médecin,
parce que pour eux, spécifiquement, ils le savent, ça a un effet, puis ils le ressentent. Et ça, il y a les études, mais après, il y a ce que chacun vit. C'est en adéquation avec son médecin, c'est individuel. Mais pour ce qui est de la recherche, pour l'instant, il n'y a pas assez d'informations. Ceci dit, étant donné les évolutions, je pense qu'on on est en train d'arriver à un développement beaucoup plus de recherche là-dessus, puis on devrait, en tout cas j'espère, avoir un petit peu plus de choses probantes à mentionner. C'est la même chose avec je fais un parallèle, mais c'est avec le café. Il y a beaucoup d'études, il y avait beaucoup d'études qui disaient oui, il y a un effet du café, non, il n'y a pas d'effet du café, etc. C'était très contradictoire. Là, on est pas mal arrivé, je vous dirais, sur les dernières études, à dire si ça vous fait du bien le café, tant mieux, allez-y. Mais il n'y a pas en tout cas, ça dépend des personnes, mais ça ne serait pas utilisé comme un outil thérapeutique, on va dire. Donc, mais pour le cannabis, on peut absolument pas se prononcer. La seule chose, c'est que évidemment l'intérêt, parce que c'est le cas dans la maladie de Parkinson, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs, et ça, beaucoup de gens l'utilisent pour réduire les douleurs. Mais une fois encore, c'est le genre de choses à décider avec votre médecin forcément. Mais voilà, pour vous dire que dans la suite, ça va venir, parce que ça fait partie aussi, c'est important aussi de s'intéresser à ce qui peut, à d'autres options qui peuvent améliorer effectivement le quotidien. Donc voilà, j'ai parlé très vite. Je pense que si j'avais parlé moins vite, on aurait fait la même chose. Mais je suis très très ouverte là à répondre à vos questions. Puis je pense que je sais qu'il y a eu beaucoup de matériel, notamment si vous avez des questions sur les cellules souches, je vous écoute. Parfait, donc on va passer à la période de questions. Donc si vous avez des questions, je m'excuse, je voyais quelqu'un qui était en train d'écrire, puis j'ai changé la présentation, mais si vous voulez écrire dans le bas, si vous avez des questions par rapport à ce que Mme Decaux a présenté. Peut-être essayer d'activer la caméra, peut-être que ça fonctionne. Alors, on va essayer. Ah oui, ça. Vous me voyez, ça fonctionne. Vous voyez? Donc, si vous avez des questions, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'en écrire. Donc, pour les diapositives, elles vont être disponibles si les gens la veulent. Est-ce qu'on peut les présenter? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, vous pourrez avoir les diapositives. Donc, quelqu'un pose une question? Je ne suis pas familière avec les montres connectées. Est-ce qu'il y a des programmes déjà faits ou des applications pour ces montres sans faire partie du projet de recherche? Alors, c'est une bonne question. Je pense que justement comment elle s'appelle, Apple Watch, elle est, vous pouvez l'utiliser. Faudrait que parce que c'est vraiment récent, faudrait que je regarde. Enfin, en tout cas, faudrait regarder comment ça les informations après peuvent être, comme je vous dis, elles sont stockées dans ce qu'on appelle le cloud. Et comment vous pouvez y avoir accès puis pouvoir les fournir à votre médecin, parce que c'est ça l'intérêt. Donc je ne sais pas si ça c'est déjà disponible. Ce qui est sûr, c'est que l'application existe. Le fait d'enregistrer justement les tremblements, tout ça, les dyskinésies, tout ça, ça existe. Puis en fait non, c'est pas vrai. Je vous dis une bêtise. Enfin c'est pas vrai. Si ça existe, il y a une autre chose que je sais, c'est que vous-même vous pouvez avoir, quand vous utilisez ça, vous savez, de la même manière que ça enregistre vos pas ou votre activité physique. Mais là c'est la même chose. Ça vous donne de l'information sur à quel moment de la journée, bah tiens j'ai des tremblements là j'ai eu de la dyskinésie, etc. Après, c'est plus, je pense que vous pouvez simplement, cette information par rapport, je pense à votre neurologue, je pense que par rapport à votre neurologue, vous pouvez simplement lui fournir ces informations-là en lui disant, bah regardez, je me suis, voilà, mais c'est la même chose finalement que quand ça compte les pas, bah tiens, j'ai eu tant de pas pendant du mois, du machin, etc. Bah là, c'est pareil, vous avez un espèce de tableau finalement. Puis ça, si vraiment je vous dis pas de bêtises, mais j'ai regardé ça hier, donc c'est là, ça existe, c'est déjà disponible. C'est une application qui s'appelle API, si je dis pas de bêtises.
Puis faut la télécharger, puis à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser. Juste le but, c'est que après vous ayez plus de votre façon. Les montres, on les trouve où? Les montres connectées à que ce soit Apple Watch, les montres comme ça sont disponibles dans les grandes surfaces, donc un peu partout. C'est vraiment un appareil que les gens, même dans la vie quotidienne, vont utiliser pour diverses actions. Donc c'est une montre que tout le monde peut utiliser. C'est juste que là, c'est l'application qui est connectée qui est différente. C'est juste connecté. Je pense que c'est ça aussi. Oui. On va faire ça comme ça. Si vous voulez plus d'arrêter, on va. Eh bien, viens de ce côté, c'est sur cette ordi. Ah, là, on entend plus loin. Donc, il y a quelqu'un qui demande dans la ville de Québec, y a-t-il des programmes de recherche? Oui, oui. En fait, il y a des programmes de recherche et puis il y a beaucoup de programmes de recherche. Et en fait, le réseau Parkinson Québec est aussi à Québec. On a du monde à Québec, notamment, on est physiquement, c'est au CHUL. Au CHUL, pardon. Donc il n'y a pas de souci. Oui, il y en a. Après, c'est sûr que c'est toujours plus facile de passer par nous parce qu'on peut vous référer aux projets de recherche qui existent à Québec, mais je pense que même en allant sur le site du CHUC, vous pouvez trouver pas mal de choses. Un peu dans le même ordre d'idée, si quelqu'un veut participer au projet de recherche, donc là, est-ce qu'il doit faire valider avec un neurologue? Alors, en fait, il y a deux choses, là, parce que je ne suis pas rentrée dans le détail, mais pour vous inscrire au réseau Parkinson Québec, vous n'avez pas besoin de la validation de votre neurologue, dans le sens où vous pouvez très bien vous inscrire, dire tiens, je vais juste répondre au questionnaire. Mais ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est l'intérêt aussi du réseau, c'est qu'on travaille avec vos neurologues. C'est quand vous vous inscrivez, si votre neurologue fait partie du réseau, tant mieux. S'il ne fait pas partie, ça va lui permettre d'en faire partie. C'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il en fasse partie? Enfin, en tout cas, on l'inclut. C'est parce que quand vous êtes sélectionné pour une étude, effectivement, avant d'envoyer vos coordonnées à l'équipe de recherche, il y a un message qui est envoyé toujours à votre neurologue qui l'informe que vous avez été potentiellement sélectionné pour telle étude. On lui donne les critères de l'étude, etc. Et lui, il nous donne son accord finalement pour communiquer vos coordonnées à l'équipe de recherche. Ça veut dire que quand l'équipe de recherche vous contacte via le réseau Parkinson Québec, il y a eu l'accord du neurologue. Votre neurologue, il est au courant et il a donné son accord. S'il y avait la moindre contre-indication, il nous le dirait. Il dirait ah bah non, là, pour tel ça marche pas. Puis, pas de souci, on communique pas vos coordonnées. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, on a une validation de toute façon qui est obligatoire de notre part par le neurologue. On pourrait pas être contacté pour des projets de recherche si on n'a pas eu l'accord de votre neurologue. Mais l'inscription en tant que telle, ça, vous le faites directement. Et puis, et quand on vous pose des questions, on vous demande le nom de votre neurologue, etc. Et puis, c'est après qu'il rentre finalement dans tout le processus. Et si les gens veulent s'inscrire, c'est à quel endroit qu'ils peuvent le faire? Alors, ils peuvent le faire. On a un site web, c'est RPQ, en tout cas Réseau Parkinson Québec. Donc, quand vous tapez Réseau Parkinson Québec, normalement, ça devrait sortir. C'est rpq-qpn.ca. Et sinon, il y a par téléphone aussi, on pourra laisser les coordonnées. En général, quand les gens s'inscrivent, il y a quand même un petit délai. Aujourd'hui, il y a un petit délai entre le moment où les gens demandent à s'inscrire, puis qu'on puisse passer le questionnaire, y revenir. C'est pas de la mauvaise volonté du tout. C'est qu'on est content, ça marche très bien. On a beaucoup de demandes. On n'est pas très nombreux encore pour l'instant. Donc, il y a une question d'avoir le temps de. Mais ça, c'est pareil. C'est partie des choses on est très content parce que ça évolue, ça va changer. Il va y avoir beaucoup plus de monde. On va avoir quelque chose d'encore plus important et intéressant pour s'adresser aux gens dans les prochains mois. Donc voilà, mais voilà, faites comme ça. Ok. Quelqu'un qui remercie pour cette Merci. présentation. J'avais une question plus en lien avec récemment, il y a des recherches qui ont été montrées. Je pense que ça a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux et autres. Un médicament qui va commencer à être testé qui pourrait être miraculeuse. Mais est-ce que vous pourriez expliquer un peu c'est duquel on parle parce que oui, c'est
MCR, mais celle juste pas expliquer en tant que quelle cellule que c'est, mais comment ça fonctionne peut-être d'un essai clinique pour que ça arrive. Ah, les différentes phases? Oui, pour que ça arrive, que ça devienne un médicament. Oui. Ben, alors, c'est pas moi, je suis pas forcément dans cette partie-là. Moi, je suis plus recherche fondamentale. Mais oui, il y a différentes phases de tests, il y a différentes phases dans les essais cliniques. Et ce médicament-là, moi, je m'excuse, j'ai pas les réseaux sociaux, fait que j'ai peut-être pas vu passer exactement. Mais quand on en arrive à tester chez les personnes, chez l'humain, on est en général, on est rendu, je pense que c'est, peut-être me faire corriger, mais je crois que ça en est déjà rendu dans des phases 3. Phase 3 ou phase 4. Phase 3, c'est petit groupe, et je pense que phase 4, on est plus large. Et il faut savoir qu'une fois que le médicament il est commercialisé, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas trop, les effets secondaires sont minimes, ou en tout cas pas sur un gros pourcentage, etc. Il y a différents critères. À ce moment-là, le médicament, il va être commercialisé. Mais quand il est commercialisé, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, puis moi, en tout cas, ça m'avait retenu mon attention, c'est quand c'est commercialisé, c'est toujours en phase. Je pense que là, c'est la phase 5. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on voit les gens, si on a des effets secondaires beaucoup plus qui sont rapportés, en tout cas à l'échelle. Donc il y a encore un suivi. Ça veut dire qu'un médicament, même quand il arrive commercialisé, il pourrait éventuellement, potentiellement, s'il y a trop de risques ou d'effets secondaires ou pas assez d'efficacité, être retiré. Mais c'est ça, le principe, c'est un petit peu ça. Donc, oui. Entre une molécule quelconque, ou comme disons, oui. certains essais, et que ça arrive sur le marché, on peut. Est-ce que tu sais environ combien de temps? Ça dépend c'est toujours pareil, ça dépend de la molécule, ça dépend du risque aussi potentiel qui est associé à la molécule, ça dépend, parce que évidemment, avant de passer chez l'homme, on est chez l'animal, etc. Donc il y a quand même différentes étapes. C'est pas une année que ça se passe. Non, il faut continuer. Moi j'ai toujours dans la tête, j'avais envie de dire une dizaine d'années, mais en vérité, ça dépend des molécules et ça, c'est ça. Mais bon, on peut se dire, 10 ans, on est bien, on est large. C'est un peu ça l'idée. C'est toujours en test. Donc, je ne sais pas si les gens avaient encore des questions. Donc, on va vous laisser un petit moment pour poser vos questions. Sinon, je tiens à vous remercier d'avoir été présent pour ce webinaire à propos de la recherche. Je tiens à remercier ABI pour une subvention éducative, donc qui nous permet de réaliser ces webinaires-là. Donc, merci beaucoup. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut aussi y répondre après. Je vais vous envoyer les diapositives avec les liens web que Madame de Groot nous a donnés. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Sinon, on va rester encore un petit peu sur la plateforme, mais c'est la fin de la présentation du webinaire d'aujourd'hui. N'hésitez pas à répondre aux petits sondages sur le côté. Et puis, je vous remercie. Et on va revenir bientôt pour les séries 2019 qui vont changer un petit peu de format. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner une vidéo que vous allez pouvoir écouter à la maison et on va plus avoir une formule de questions-réponses. Donc, vous allez pouvoir écouter les vidéos quand bon vous semble. On va essayer de sortir des nouveaux matériels et après, vous allez avoir le spécialiste qui va être là pour répondre à vos questions. Donc, vous allez pouvoir préparer d'avance et vraiment voir en fonction de votre niveau de compréhension et autres. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, encore une fois, pour ce webinaire. Et sinon, on se revoit le mois prochain pour le prochain webinaire. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis j'espère avoir encore des nouvelles choses à vous présenter. J'espère l'année prochaine que en un an, il y ait eu encore des améliorations, des choses, enfin des avancées concrètes. Ça serait vraiment une belle chose. Donc, on continue à travailler fort pour ça. Merci.